Excusez-moi, je suis en train de donner des informations à quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter. Bon, Vaïd, Vaïd, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Le code, la personne tape 832 70 50 10 38, c'est ça, hein? C'est ça. Ah oui, elle n'arrive pas. Ils lui disent code invalable. Mais Oui. Moi, je n'ai pas besoin de taper le code. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Bon, ben je crois que là, il est 6h04. Je pense que nous allons commencer. Voilà. Écoutez, je pense que nous allons démarrer. Alors, je salue, comme d'habitude, tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent ce soir. Je vous remercie tous et toutes d'avoir cet intérêt pour ces activités du Centre franco-iranien. Et ce soir, nous allons partir, je peux le dire, dans une aventure universelle. Nous allons partir à cette découverte de ce mot fameux qui fait rêver à travers le monde, les jardins persans. Et on peut se poser beaucoup de questions. Qu'entend-on par jardin? Est-ce une notion agricole? Est-ce une notion artistique? Et je prendrai, voyez, un exemple qui ne va pas nous rajeunir, qui date de 450 avant Jésus-Christ. Et c'est Xénophon, un écrivain grec, qui, dans un discours à Socrate, écrit la chose suivante. Socrate, quel arbre conseilles-tu de cultiver? Ne rougissons point d'imiter le roi de Perse, persuadé que l'agriculture et l'art militaire sont les plus beaux et les plus nécessaires des arts. Et un peu plus loin, cet auteur grec de 450 avant Jésus-Christ rapporte que le gouverneur d'une province du nord de la Turquie, la Lydie, avait introduit, dit cet écrivain grec, les jardins persans dans cette région de la Turquie. Et donc ainsi, les jardins persans vont essaimer à travers, on peut presque dire, l'ensemble de la planète, ou presque. Mais que sont-ils devenus depuis ces époques antiques en Iran, depuis leur création? Et puis, il y a aussi d'autres aspects probablement que l'on va aborder avec notre invité ce soir, c'est la représentation des jardins à travers l'art de la miniature, les tapis. Et aujourd'hui, vous savez, en Iran, chose remarquable, l'UNESCO a inscrit 9 sites iraniens au patrimoine mondial de l'humanité sous le label Jardin persan. Eh bien, nous allons tout de suite découvrir ces merveilles grâce à notre invité que je salue et qui est en direct de Téhéran, Babak Atashinbar, c'est notre chance, qui est francophone. Et pourquoi est-il francophone? Parce qu'après son doctorat à l'université de Téhéran, il sera associé au projet mondial des villes qui va être développé à l'École supérieure d'architecture de Paris. Puis, il va s'intégrer à Paris au cycle postdoctorant au sein du groupe qui s'intitule Morphocity à l'École pratique des hautes études il y a 2 ans. Là. Et puis, enfin, un peu plus, il était jusqu'à ces derniers temps maître de conférence au sein du département du paysage à la faculté des beaux-arts de l'université. Il a quitté ce poste parce qu'il a d'autres responsabilités, et puis j'allais dire 2 petites filles qui doivent aussi occuper l'emploi du temps quotidien. Il est rédacteur en chef d'une revue spécialisée dans l'urbanisme, la revue Manzar, et il est actuellement adjoint au développement au sein d'un centre de recherche, le centre Nazar, spécialisé sur l'étude du paysage installé à Téhéran. Et il s'est spécialisé, notre invité de ce soir, Babak Atashinbar, il s'est spécialisé dans l'histoire des fameux jardins persans
et il en fait aujourd'hui son travail de paysagiste urbaniste et il va nous raconter tout ça. Alors, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec notre ami Babak en direct de Téhéran, je le rappelle, avec cette première question qui me vient en tête. L'UNESCO a consacré 9 sites fameux de jardins persans à travers l'Iran. Ils sont répartis à travers tout le territoire iranien. Pourquoi, d'après vous, Babak, l'UNESCO a-t-il fait ce choix? Pourquoi est-ce si important de nommer au patrimoine mondial de l'humanité les jardins persans? C'est à vous. Bon. Bonjour Jean-Claude, d'abord. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux que vous soyez toutes et tous en bonne santé. Bon, un des programmes de l'UNESCO est la culture, qui est en charge de classer le patrimoine mondial culturel, matériel et immatériel. L'ancien jardin persan est un art avec une histoire culturelle profonde et une continuation depuis l'ère antique jusqu'à aujourd'hui, même la période islamique, avec le même concept, et a été transféré de la terre persane vers d'autres parties du monde, l'Afrique du Nord, l'Espagne, jusqu'à l'Inde et l'Empire ottoman. Donc, il s'agit parfaitement d'une œuvre du patrimoine culturel persan. C'est pour ça que l'UNESCO connaît. Oui, oui. Allez-y, Babak, allez-y, si vous n'avez pas fini de répondre. Non, vas-y. Voilà. Je voulais dire, mais pourquoi attribue-t-on le terme de persan? Véritablement, ils sont d'origine persane, ces jardins? Dans un premier temps, la majorité des livres sur l'histoire du jardinage considèrent l'Iran comme lieu où le jardin a été créé pour la première fois. Mais la preuve la plus significative, en dehors de l'ancienne civilisation de l'Iran, est le terme paradis. Ce mot a été acquis de la langue persane et transféré à l'arabe et éventuellement aux langues européennes et indique un type spécifique de jardin. Dans un second temps, les travaux de recherche visent majoritairement la nature et les éléments du paysage iranien, la trilogie du paysage persan. C'est la théorie que, oui, c'est la théorie que l'essence de l'espace iranien est composée de 3 éléments. Quoi? L'eau, l'arbre et le chartari, qui est une structure à 4 arches comme un temple. Le jardin persan a été créé pour apprécier ce symbole sacré. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on dit que c'est le jardin persan. Oui. On n'a pas parlé historiquement de l'origine. À quand remontent les plus anciens témoignages de l'existence de ce fameux jardin persan? Oui, exactement. Il y a combien? En fait, l'histoire du jardin persan revient vers l'Antiquité, au moment de Hachamaneshi. Donc les Achéménides, pour les Français, les francophones, les Achéménides. Oui, devient de l'Achéménide. Donc, nous sommes en 500, je le dis, nous sommes en à peu près 550, 450 avant Jésus-Christ. Oui, exactement, oui. Je vous en prie. Bon,
Est-ce que vous avez d'autres éléments? Qu'est-ce qui prouve? On a quoi comme document scientifique qui prouve l'existence, à l'époque des Achéménichides, des Achéménides, de jardins, donc d'agréments, si je comprends bien. C'était des jardins artistiques ou c'était des jardins agricoles? En fait, le mot agrément, on n'a pas la traduction exacte pour le mot agrément en persan. Mais ce jardin, au moment l'Achéménide, c'était des jardins gouvernementaux. On dit gouvernementaux, gouvernement pour les. C'est pas planifié pour le public. C'était plutôt pour les rois et les gens les gens. Et qu'est-ce qu'on trouvait alors à cette époque dans le jardin? Vous pouvez nous faire une présentation? Comment? Parce qu'on a du mal à imaginer ce qu'était ce jardin il y a 1500 ans. Oui. Bon, en fait, à ce moment-là, on pourrait parler à propos, parce que votre question, c'est à propos, à mon avis, c'est à propos du concept du jardin persan. Exact. Donc, oui. Donc, je préfère parler un petit peu sur le concept du jardin. Très bien. En fait, le jardin persan pour les Iraniens est plus qu'un espace vert. C'est un espace régulier et organisé dans une ambiance esthétique iranienne. Est une combinaison des éléments naturels et artificiels. Alors, on entend quoi? Pardon, Babak. Les éléments naturels, donc, qu'est-ce que c'est? C'est l'eau, c'est l'arbre, et les plantes. D'accord. Et les éléments autres, qu'est-ce que vous entendez par là? Les éléments artificiels. Oui. Les éléments artificiels comme le couche, chartari ou temple. Ah oui. Comme palais, et le mur enceinte. D'accord. Et les éléments essentiels, c'est la rue que je vais parler dans quelques minutes. C'est le concept du jardin. Donc, les éléments impliqués dans la création d'espaces dans le jardin persan sont assez stables, y compris des plantes, l'eau sous des formes différentes comme ruisseaux, bassins, fontaines, etc. Le palais, le mur d'enceinte et les espaces de plantation, on dit cartes. Oui. Espaces de plantation entre du jardin. Et derrière, la rue du jardin, qui est l'axe principal. Mais tous des éléments dans une géométrie rectangulaire. La plupart des chercheurs considèrent que le jardin persan comme ayant une géométrie rectangulaire avec deux axes perpendiculaires à l'intersection desquels est construit le palais. Cette image est à l'origine de la pensée qui relie le jardin persan au motif de charbagh, c'est-à-dire 4 jardins, parce que c'est un voilà, on comprend bien. On le voit sur le plan. D'accord. Oui, qui a récemment. Alors, ce concept-là récemment a été nié par certains experts de la question. La preuve a été retrouvée en examinant profondément les jardins persans de Pasargad au moment de Achéménide, entre autres. Et il a été affirmé que le modèle Charbagh n'est pas le seul modèle iranien du jardin persan. Mais nous pouvons supposer qu'il s'agit
l'un des modèles. Bon. La caractéristique récurrente dans la géométrie du jardin iranien dans différents pays est sa forme rectangulaire et l'axe principal qui forme une perspective profonde en façon le paysage principal du jardin. En persan, on dit c'est le khiyaban. Oui, la rue. Exactement. La traduction littéraire est la rue. Mais la notion est complètement différente. Khiyaban, c'est-à-dire le gardien de l'eau, ou un espace avec deux rangées d'eau et arbres à chaque côté. C'est pour ça que c'est le concept principal du jardin persan, aujourd'hui, à mon avis, c'est khiyaban. D'accord. Le système géométrique rectangulaire impose une sorte de perfection et de grandeur dans sa forme. Parmi les divers échantillons restants, alors, je change mon exposé. On va voir une autre gravure. Ah bon, oui. Bon. Voilà. C'est un exemple. Le jardin fin à Koshan, ou Golshan à Shiraz, ou Dolatabad à Yazd, ou jardin Shazde à Mohan. On a beaucoup d'exemples sur le concept de khiyaban. Voilà. Là, la vue que vous nous montrez sur Isfahan, c'est immense. On dirait l'avenue des Champs-Élysées. Hein, c'est gigantesque. Oui, mais dans les mémoires de Nasser al-Din Shah, le roi de Qajar, il a créé la rue Lalezar au moment de Qajar en tant que la rue Champs-Élysées. Bon, ça c'était une parenthèse. Dans ce que... avec Champs-Élysées, pas Charbon avec Champs-Élysées. Non, d'accord. Mais vous avez raison. Parce que votre photo, pour quelqu'un qui ne connaît pas Isfahan, c'est assez spectaculaire, mais on comprend bien qu'il y a une première partie qui faisait partie du concept du jardin, avant que ça soit construit avec toutes ces maisons-là. Et puis, il y a un pont avec la rivière. Et puis, on a dressé les urbanistes, quand ils ont ouvert un autre quartier de l'autre côté du pont, ils ont continué la perspective. Mais ça n'a rien à voir avec le jardin, mais l'effet est spectaculaire quand même. Reprenons là où vous en étiez. Donc, vous nous montrez des exemples parmi les jardins qui sont classés. On peut revenir sur les photos d'avant. Vous êtes passé vite sur les photos juste avant qu'on arrive à la miniature. Est-ce que c'est possible? Encore avant. Le jardin de Fines, par exemple. Ah oui, d'accord. Voilà. Par exemple, voilà un exemple des 9 sites qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO avec ce jardin très célèbre qui s'appelle Fines, vous voyez, et qui se trouve dans la ville de Kashan. Vous pouvez nous le décrire un peu, vous pouvez le commenter, le plan qui est là, Babak? Bon, alors, il y a, vous voyez le curseur de... Oui. D'accord. Alors, on a comme les éléments du jardin persan, on a 2 axes principaux et d'autres axes à côté des axes principaux, le mur enceinte du jardin. Oui, comme une fortification. Oui. Exactement. À l'intersection des 2 axes principaux, on a le couche, le palais. Le petit palais. On a l'exposé de l'eau dans les formes différentes, le bassin, ruisseau,
oui, le canal. et l'espace pour la plantation. D'accord, d'accord. Est-ce que je peux vous demander, Babak, nous sommes en Iran, dans un pays essentiellement de désert. Donc, il y a un problème évident d'alimentation en eau. C'est un peu le paradoxe d'avoir cette abondance de ruisseaux, de fontaines, de cascades dans un pays de désert. Comment approvisionne-t-on ces jardins en eau? Bon, bon, alors, la question, c'est, à mon avis, c'est il y a deux parties pour la réponse. Bon, il y a des systèmes pour, d'avoir de l'eau dans les parties du pays qui est désert. C'est simple, c'est Qanot. Qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup. Qanot, ils sont des passages d'eau souterrains qui sont source de l'eau pour approvisionner des espaces de la terre. Mais ce qui est important, c'est que le jardin persan n'est pas spécifiquement pour les patries déserts de l'Iran. Par exemple, au nord d'Iran, c'est important, au nord d'Iran, on a beaucoup de jardins persans, malgré qu'on n'a pas on n'a pas de Kambou de Ob, le nord au nord d'Iran. Voilà, c'est une région, voilà, le nord de l'Iran. Oui. Le nord de l'Iran, c'est une région très humide, très verte, proche de la Caspienne, qui reçoit beaucoup d'eau. Et donc, c'est très intéressant. Vous nous dites que le jardin persan, il n'a pas eu son utilité essentiellement parce qu'il y avait du désert et que l'on recherchait la fraîcheur. Pas du tout. Ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi autre chose. C'est ça. Exactement. Exactement. C'est pour ça qu'on dit le jardin persan, il y a des liens entre la trilogie du paysage persan avec le jardin persan. C'est un concept qui vient de l'Antiquité de l'Iran. Oui, je comprends bien. Il n'y a pas de lien avec de l'eau dans le désert. C'est une idée de... Pour que nos auditeurs comprennent bien, est-ce que c'est un concept alors philosophique, poétique? Comment peut-on le définir? Ah bon, vous comprenez ma question? Oui, je comprends bien. C'est une question très vaste parce que diviser ou lier le concept du jardin persan avec la philosophie ou jardinage ou poétique ou littérature, c'est très compliqué. Moi, à mon avis, je pense que c'est tous ensemble parce que la nature du jardin persan, c'est la trilogie du paysage iranien. Oui, mais si vous voulez, nous sommes étrangers, nous ne sommes pas iraniens, donc il faut qu'on arrive à comprendre. Quelle était la raison qui a poussé les hommes en Iran à créer ce concept-là? C'est quoi la raison la plus importante? Pourquoi a-t-on imaginé un concept comme ça?
Oui, bien sûr, c'est le racine, c'est mythologique, c'est sûr. Et les croyances. La mythologie sur l'eau, c'est-à-dire le dieu de l'eau, Anahita. Et je pense que c'est un concept mythique. Uh-huh. Mais la question, à mon avis, c'est très vaste. Je ne suis pas arrivé à réponse et diviser, partager entre la philosophie, poétique, littérature, c'est très vaste. Je pense que c'est mythique, c'est sûr, c'est un concept mythique qui est lié avec des dieux anciens comme dieu de l'eau ou d'autres dieux. Oui, mais d'accord. Mais si vous voulez, dans le concept, il y a ces deux axes. Alors, Oui. c'est quoi le rôle de ces deux axes? C'est quoi le symbole? Qu'est-ce qu'ils représentent, ces deux axes qui coupent le jardin en X parties, en 4 parties, par exemple? Ils viennent d'où cette notion qui a imaginé deux axes perpendiculaires pour créer un jardin? Regardez sur le slide de Finn. En Oui. fait, il me semble que des axes principaux et d'autres axes sont des axes d'accès pour les espaces de plantation pour la première fois. D'accord. C'est pour ça qu'on nie le concept du charba. Ah bon, d'accord. C'est-à-dire que, à mon avis, deux axes principaux ne sont pas la nature exacte du jardin. Ah bon, ah bon. Ah oui, Oui, alors c'est pas du tout ce que les guides touristiques racontent. oui. Ah oui, d'accord. Par contre, deux axes principaux. Oui. L'axe principal qui est devant de l'entrée du jardin a un rôle très important parce qu'il donne une perspective très tout à fait. profonde. Ça, je comprends bien. Je comprends bien. D'accord, Donc, d'accord. l'axe principal, à mon avis, n'a pas une fonction pour le premier temps. Elle n'a pas une fonction d'accès. Il y a d'autres fonctions comme une perspective profonde pour l'axe principal. Mais d'autres axes, il y a une fonction, on pourrait dire que d'autres axes sont d'axes d'accès pour les espaces de plantation. D'accord, d'accord. Alors, bon, il faut qu'on en arrive, parce que le temps passe, il faut qu'on en arrive donc à la représentation des jardins dans les miniatures, puisque c'est un autre aussi domaine dans lequel l'Iran s'illustre ou s'est illustré depuis encore de nombreux siècles. Alors, c'est quoi ce jardin dans la miniature? D'accord. En fait, la miniature persane est une sorte de peinture surréaliste dans laquelle les éléments réels prennent place dans une situation non ordinaire. Ah. L'apparence de la miniature semble représenter une scène réaliste de la vie, majoritairement en relation étroite avec la nature, alors qu'on s'applique dans les éléments et les détails. On pourrait constater que le déroulement de cette scène n'est pas possible dans la réalité. Cette nature surréaliste est effectivement les scènes qui ont lieu dans un jardin persan. La miniature est donc une manifestation.
manifestations du jardin persan. Le jardinage et l'horticulture selon le style iranien ont une caractéristique particulière avec un paysage revitalisant et rafraîchissant, bien adapté à l'esprit poétique et émotionnel du peuple iranien, mêlé à sa vie depuis des siècles. Donc, on pourrait dire que la miniature persane est un reflet de la nature iranienne et manifestant le jardinage avec tous les détails. Il y a des exemples. Le plus célèbre exemple est le miniature de Humayun et Humayun, qui est le poème lyrique de Humayun et Humayun. Vous voyez milliers de fleurs, d'arbustes indignés, Indigène, oui. Oui, indigènes, oui, indigènes, cours persans, le ruisseau en forme naturelle. D'accord, avec la rangée d'arbres. Oui, la rangée d'arbres et le ciel bleu. D'autres exemples, Haft Orang Jami, qui se reflète dans les jardins et au cœur de la nature. Vous voyez écoulement d'eau. Profusion. Oui, plantes. Ah oui. C'est très chargé. Platin, oui, platin. Et il y a le cèdre là. Et des fleurs. Babak, ce sont des miniatures pour nos amis français, notamment, qui ne connaissent pas, ils savent que ça existe, mais ils n'ont peut-être pas des connaissances. Ce sont des miniatures de quelle période? C'est quoi? C'est le 15e siècle, vers 1400 et quelques de notre calendrier, à peu près. Elles viennent d'où? D'Herat, des ateliers d'où? De Shiraz, de Tabriz? Jean-Claude, répétez s'il vous plaît, je n'ai pas entendu. Dis, les miniatures que nous venons de voir, elles sont datées de quelle période? Alors, je ne suis pas spécialiste pour les miniatures, mais il me semble qu'ils sont datés vers le 8e ou 7e siècle de Hijri. Ah oui, bah c'est ça. Donc voilà, je pense que ouais, c'est ça, c'est plutôt 15e siècle, 15e, début 16e siècle. D'accord. Ouais. Oui. Avec les grands ateliers qu'on trouvait en Iran, mais l'Iran, ce n'était pas que l'Iran, c'était aussi l'Afghanistan avec Herat et d'autres. Voilà, alors là, nous arrivons au tapis. Donc, on va retrouver aussi cette image du jardin dans le tapis. Oui. Je vous en prie. Heureusement, on pourrait suivre les traces du concept du jardin persan sur les artisanats. Ah oui, par exemple. Par exemple, le tapis persan. On pourrait regarder, vous voyez l'axe principal du jardin, oui, avec d'autres axes d'accès, les arbres, oui, les fleurs, oui, et d'autres éléments du jardin. Il n'y a pas de mur ou palais, mais c'est jardin. C'est sûr que ça, c'est... D'accord. Il est magnifique ce tapis. Magnifique. Voilà. D'accord, vas-y. Je suis à votre disposition. Non, je vous en prie, continuons. À vous, Babak.
Si vous êtes d'accord, on pourrait parler un petit peu à propos de la continuation du concept du jardin persan. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. J'allais y venir parce que j'allais vous dire, mais on voit les représentations anciennes, mais comment se fait l'évolution jusqu'à aujourd'hui? On continue à réaliser ces jardins, comment on a fait il y a 200 ans, il y a 300 ans, il y a 100 ans. On continue ou on fait autre chose? Alors, on pourrait dire que la période de Gadjar, c'est la dernière décennie pour créer le jardin persan. Parce qu'avant la période Gadjar, au moment safavide, on a beaucoup de jardins persans qui sont créés en Iran. Le Charbagh Esfahan, que vous avez bien expliqué les détails, Oui. que vous avez expliqué les détails comme Champs-Élysées, c'est daté pour le moment safavide. Voilà, le XVIe siècle, pour ceux qui Exactement. nous écoutent. Et ces gravures-là, c'est le gravure alors, c'est gravure j'ai oublié le nom, j'ai déjà... Nous sommes Eugène Flandin. Donc, nous sommes au 19e siècle, là. Eugène Flandin. Oui. 19e, exactement. Oui, au moment de... Je connais la date au moment de Haussmann à Paris. Voilà. Bon, c'est au milieu du 19e siècle, pour Eugène Flandin, c'est Ispahan et le Charbagh de Ispahan. D'accord. Mais bien que la période Gadjar soit le début de l'influence des conceptions des espaces occidentaux sur l'architecture iranienne, la création d'espaces verts publics, POC, on dit le parc public, n'a pas été discutée avant la période Pahlavi. Les premiers parcs publics étaient des parcs nationaux qui ont été formés suite aux besoins d'espaces verts publics, dans certaines villes iraniennes, telles que Téhéran. Mais vous voyez ici dans ce slide-là, c'est la carte de Téhéran au moment Gadjar, au moment de Nous sommes au 19e siècle, quoi, à peu près. Hein? Exactement. La fin du 19e, oui. Jusqu'en 1920. Oui. Exactement. Exactement. Vous voyez, c'est le jardin de Négarestan, avec le concept du jardin persan qu'on a déjà expliqué, voilà. avec ce principe. Et il y a d'autres jardins qui s'appellent le jardin Lolezor, qui a transféré vers la rue Lolezor au moment de Nasser-Eddin Shah. Vous voyez ici, au moment de Gadjar ou la fin de Gadjar, on a eu cette notion. Le jardin persan. Et après? Mais au moment de Pahlavi, le jardin persan a été transféré vers le jardin national. Le terme jardin national semble être dérivé d'un terme anglais similaire dans les villes européennes et américaines, qui était considéré comme conforme à la politique de modernité et de progrès de la première période Pahlavi. D'accord. Donc, au moment de Pahlavi, on a le parc de la ville, qui est la première parc public de Téhéran au moment de Pahlavi, le premier Pahlavi. D'accord. Donc, copier sur l'image des espaces verts occidentaux. Oui, on pourrait dire. Il n'y a pas le concept
spécifique dans ce parc-là. Vous avez d'autres exemples de ces créations du début du XXe siècle, de jardins, on va dire, nouvelle vague, où on abandonne la culture traditionnelle iranienne? Oui, Vous avez des exemples? il y a plusieurs des exemples. Malheureusement, je n'ai pas des images, mais alors à Téhéran, on a le parc Millat, c'est-à-dire le parc de la nation, parc Laleh, qui est le nom d'un fleuve. Parc Saï. À Téhéran, il y a plusieurs. À Shiraz, on a le parc national aussi. Au jardin de Jahannama, au sud de le jardin de Jahannama à Shiraz, on a le parc national dans la même concept de jardin national à Téhéran. Donc, il y a plusieurs exemples. Ah oui. Et alors, aujourd'hui, voilà, nous sommes en 2022. La tendance des urbanistes iraniens et des politiques iraniens, c'est de reprendre le jardin traditionnel iranien, perse, ou bien si, voilà, on crée quelque chose de nouveau. Vous, par exemple, comment vous concevez vos espaces verts aujourd'hui? En fait, votre dernière question à propos des exemples de jardins, des parcs publics à Téhéran ou dans d'autres villes provinciales, oui. Dans la capitale, c'est le point focal parce que on a déjà critiqué la municipalité des villes iraniennes pour créer et construire des parcs publics avec des concepts modernes ou concepts qui deviennent dans d'autres pays. Donc, on a critiqué des municipalités, spécifiquement de municipalités de Téhéran. Notre bureau d'architecte a eu diverses expériences dans la conception et la construction des jardins persans à Téhéran. On a proposé à la municipalité de Téhéran de changer l'idée du concept moderne vers le concept du jardin persan. Le plus célèbre d'entre nos expériences est le parc qu'il s'appelle Jardin Persan, situé dans l'ancien quartier du village Vanak, à côté de Chambran. Je pense que nous sommes dans le nord, il faut dire, nous sommes dans le nord de la capitale, au pied de la montagne Alborz. Hein? Vanak, village de Vanak, qui est... C'est où Vanak? Je ne sais plus, j'ai oublié. Pourtant, je connais, mais dans la capitale, où est-ce qu'on se situe? C'est le nord. Oui, je sais que c'est le nom, mais je ne vois plus le plan. C'est dans quel secteur? Est, nord, sud, ouest? C'est nord, plus au sud de Tajish. Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, la place Vanak. Oui, ça y est. D'accord. Exactement. Ouais. Oui, exactement. Vous pouvez nous montrer? Vous avez des plans? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Vous voyez, c'est l'autoroute Chamran, c'est le village de Vanak. Voilà, c'est le jardin qu'on a déjà créé. Donc, en fait,
ce jardin-là, c'était un ancien jardin appartenant à l'ère de Nasser el-Din Shah qui a été conçu et exploité comme parc public en 2012. Les vieux arbres de ce jardin ont établi une base appropriée pour le concevoir selon les principes Oui. esthétiques de connexion pour la conception. Créer la base. Ah bon. Vous m'entendez? Ben, c'est décousu. Il y a il y a des pertes de son par moment. Oui. D'accord. Mais ça revient, Babak. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, dans l'espace sur lequel vous avez travaillé, à l'époque de Nasser el-Din Shah, c'est-à-dire dans la deuxième moitié du 19e siècle, il y avait dans cette partie-là, qui était la campagne par rapport à la ville de Téhéran à l'époque, il y avait quand même déjà un jardin qui était structuré selon la mode iranienne. Oui, exactement. On a beaucoup étudié sur l'histoire de ce jardin. On a retrouvé l'axe principal du jardin, voyez, oui. Et reconstruire cet axe principal comme Khiyabân ou comme la rue principale de ce jardin. Et on a dessiné d'autres axes d'accès, pour d'accès des espaces de plantation. On a gardé des plantes et des arbres. Voilà. Ces arbres-là deviennent du moment de Nasser el-Din Shah ou après Nasser el-Din Shah, ils sont très très vieux. Et cet axe, c'est l'axe principal avec un couche ou le palais qui est à ce moment-là, je pense, c'est la librairie, je pense. D'accord. D'accord. Ou bibliothèque. Je ne suis pas sûr. D'accord. Oui. Voilà. J'ai des images d'un autre projet en 2012. Ah oui. Vous n'avez pas, Babak, s'il vous plaît, vous n'avez pas des photos de l'espace quand il était abandonné avant la restructuration pour qu'on comprenne le travail qui a été fait? Si, j'ai des images, mais je n'ai pas avec. Ah, vous ne les avez pas préparées. D'accord. Oui. Parce que c'est intéressant de voir d'où l'on part et où l'on arrive, quoi. Ouais. D'accord. Bon. En fait, au moment de la construction de ce jardin-là, on a beaucoup de problèmes avec des gens qui vivent dans ce quartier-là, les voisins. Parce que ils pensent que avec d'autres expériences de la municipalité de Téhéran, ils pensent qu'on va déconstruire le concept ancien du jardin. On va déconstruire les arbres. Par contre, après la construction du jardin, les voisins bien utilisaient des espaces verts du jardin. D'accord. Est-ce que, un exemple, là, nous sommes à Téhéran, c'est l'un de vos travaux. Est-ce que vous avez d'autres collègues, confrères, qui, à Tabriz, à Kermanshah, à Mashhad, pensent aussi comme vous?
c'est-à-dire Oui. retrouver le jardin persan. Oui, oui. En fait, heureusement, avec, la pensée du, du centre de recherche Nazar sous la direction de M. Mansouri, il y a beaucoup des étudiants qui pensent qui pensent comme nous. En fait, il y a beaucoup des amis, il y a beaucoup des étudiants qui sont qui travaillent avec du centre de recherche. Parfait. Et donc, il y a beaucoup de pensées sur le jardin persan au lieu de création ou la construction du parc en concept moderne. Très bien, très bien. Ben voilà, c'est une note que je trouve tout à fait positive par rapport au patrimoine de ce grand pays. J'ai une toute petite question, puis peut-être on demandera à nos auditeurs s'ils ont une question technique à vous poser. Je ne sais pas si vous pourrez répondre, mais dans l'imitation du jardin persan que l'on trouve transporté par la conquête arabe ou arabo-musulmane, en Afrique du Nord, en Espagne, vous l'avez dit, mais d'un autre côté, pour d'autres raisons, en Inde, est-ce que vous pensez que l'esprit du jardin persan a été conservé? Est-ce que ma question est trop difficile? Alors, c'est pas difficile, mais c'est très, très spécifique. En fait, l'esprit, bien sûr, l'esprit du jardin persan a été conservé dans ces jardins-là que vous dites. C'est pour ça que le concept du jardin persan, c'est pour ça qu'on dit ce concept a été transféré vers d'autres pays du monde. Oui. L'esprit, à mon avis, c'est, comme j'ai déjà dit, c'est l'axe principal avec des coulements de l'eau et le palais. L'esprit, c'est ça. Mais par contre, voyez, c'est par exemple. Al-Hamra. Oui. L'architecture n'est pas iranienne. Bien sûr. Vous voyez, l'architecture est complètement arabo-musulman. Tout à fait. Mais par contre, vous voyez l'axe principal et la combinaison des espaces, c'est comme jardin persan. Ou d'autres exemples, c'est Taj Mahal. C'est Taj Mahal. Encore, l'architecture n'est pas persan, n'est pas iranien. C'est complètement basé sur l'architecture de l'Inde, musulman de l'Inde. Mais par contre, encore, l'axe principal, les rangées des arbres à deux côtés de l'axe principal, avec la fontaine de l'eau, c'est le concept du jardin. Ça. Oui, très bien, très bien. Alors, je ne sais pas si on a de la documentation qui nous permettrait de dire est-ce que ces jardins qui vont être exportés en dehors de l'Iran, qu'on appelait la Perse à l'époque, est-ce qu'ils vont être dessinés, vous pensez, par des architectes d'origine iranienne qui accompagnaient les armées de l'islam, par exemple? Est-ce qu'on ne sait pas ça? Ah bon? Non, je ne sais pas, non. On ne sait pas, il n'y a pas de documentation là-dessus. D'accord, d'accord. Ben, écoutez, là, on arrive au terme de notre discussion. Je voulais juste éventuellement, s'il y a une question de nos auditeurs et auditrices, je suis prêt dans le chat à voir le texte qui apparaîtrait.
Sinon, si personne n'a des questions, si les choses ont été un peu claires, donc j'invite évidemment ceux qui ne connaissent pas l'Iran à découvrir un jour, pas en ce moment avec l'épidémie, mais on espère dans les prochains mois, on espère que l'on pourra retourner en Iran et pas tous les jardins, mais généralement dans les voyages organisés en particulier, il y a toujours un des 9 grands jardins classés au patrimoine mondial de l'humanité. Et ce sont donc des merveilles, surtout que là où ils sont, bon, il y a le nord, mais il y a aussi ces régions de désert avec cette fraîcheur, avec ce bruit de l'eau, avec les oiseaux dans les arbres. Vous êtes au cœur des miniatures que Babak nous a montrées. Et je voulais vous dire, avant de se quitter, que nos prochains rendez-vous que le Centre franco-iranien vous donne en webinaire, le 7 février, nous reprenons nos tables rondes et nous aurons, avec des spécialistes français et iraniens, une table ronde sur l'avenir de l'industrie automobile en Iran, le 7 février à 18 h. Et pour ma part, le prochain Goftegu se tiendra le 30 mars de 18 à 19 h comme d'habitude, et j'aurai le plaisir de recevoir Shahrare Salehi, qui est commissaire au Musée national d'art moderne de Téhéran et qui viendra nous parler de la place de la femme dans l'art contemporain iranien. Voilà, je vous remercie à tous, à toutes. Vahid Yaroubi, bien entendu, qui était aux commandes de la technique, sinon je ne ferais rien sans lui. Et puis notre ami d'aujourd'hui, Babak Adashinbar, en direct de Téhéran et de l'Institut Nazar, qui voilà, nous a fait partager son analyse, sa vision qu'il avait de ce jardin persan dont on entend beaucoup parler. Mais vous avez constaté que certaines choses que racontent les guides persans, d'ailleurs iraniens, dans les visites guidées, ne sont pas tout à fait aujourd'hui, sont remises en cause, on va le dire. Et puis, je suis fier aussi d'appartenir à la France, puisque ce sont des équipes franco-iraniennes, notamment avec le Louvre, qui travaillent sur les jardins de Pasargad, ce grand complexe princier des souverains achéménides du VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est une façon de plus de nous lier à cet autre pays de culture et de civilisation. Je vous dis à tous, à toutes, merci et j'espère vous retrouver pour le prochain rendez-vous. Merci, merci Téhéran et bonne soirée parce qu'il est un peu plus tard que chez nous à Téhéran, 2h30 de décalage horaire. Merci Babak. Et à tout le monde, merci. À bientôt. Voilà. Merci à vous et à tout le monde.